Welcome to The French Time, where learning French becomes easy and fun. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. On prend le temps. Ouais, on ralentit. Voilà, on ralentit le rythme de manière très intentionnelle. Le monde va souvent beaucoup trop vite, n'est-ce pas Ève? Et l'apprentissage d'une langue étrangère, ça peut parfois ressembler à une course effrénée. Complètement. Une course remplie de tableaux de conjugaison bien indigestes. C'est ça? Des listes de vocabulaire interminables qui donnent le vertige. Mais la mission de notre analyse détaillée d'aujourd'hui, c'est de découvrir comment transformer cette corvée abstraite, cette montagne qui semble infranchissable, en une expérience incroyablement agréable, mémorable et surtout vivante. Et pour accomplir cela, le sujet se concentre sur un angle précis, l'apprentissage de la langue française à travers la musique. Absolument. Nous nous basons sur un document source fascinant et, je dois dire, extrêmement complet, qui détaille les méthodes pédagogiques, les trésors de vocabulaire et tout le contexte culturel lié à l'apprentissage du français par la chanson. C'est une mine d'or, honnêtement. Ah ça oui. Et tout au long de ce décryptage, mon objectif personnel sera de parler de manière particulièrement lente, très posée, très claire, en articulant bien chaque syllabe. L'idée, c'est de créer une bulle de confort sonore pour notre audience. Une excellente initiative pour un sujet pareil. J'invite d'ailleurs vivement quiconque nous écoute en ce moment à ne pas hésiter une seule seconde à participer activement. Il est fortement recommandé de répéter certains mots ou certains sons à voix haute durant l'écoute. C'est précisément par cette action physique que la magie de la mémorisation opère. C'est la méthode d'approche optimale. Ce document source dont on parle, il ne se contente pas de dire vaguement que la musique, c'est utile. Il décortique avec une vraie précision scientifique le pourquoi du comment. Le mécanisme derrière la magie, en somme. Exactement. Comment de simples mélodies peuvent littéralement pirater le fonctionnement du cerveau pour y ancrer une nouvelle langue. Et ça, de manière permanente. L'idée centrale, c'est que l'acquisition d'un nouveau système linguistique ne devrait en aucun cas être associée à la souffrance. Ni à l'anxiété. Surtout pas. La musique, en fait, agit comme un pont cognitif naturel entre la théorie ardue et la pratique joyeuse. Bon, décortiquons tout ça. Le texte nous présente d'emblée 4 raisons principales, très concrètes, pour expliquer l'efficacité redoutable de la musique. La première raison mentionnée, c'est ce que la source appelle la répétition naturelle. Ouais, la fameuse répétition sans douleur. C'est tout à fait ça. Pour bien comprendre, il suffit de prendre un exemple très simple du quotidien. Imaginons la situation suivante. On est tranquillement en train de cuisiner, on fait mijoter un petit plat. Ou on est dans les transports en commun. Voilà, en regardant le paysage par la fenêtre, ou même le matin sous la douche. On écoute une chanson francophone qu'on apprécie, on l'écoute une fois, puis une autre fois. Sans même s'en apercevoir, sans le moindre effort intellectuel, le cerveau travaille. Il fait exactement le même travail que s'il était face à un professeur très strict qui exigerait de lire une phrase 50 fois de suite. Sauf qu'on ne ressent aucune fatigue. Aucune. On répète les mêmes mots, les mêmes structures, avec plaisir. Ce qui est fascinant ici, c'est le mécanisme cognitif profond qui est en jeu. En linguistique, on parle souvent du concept du filtre affectif. Le filtre affectif, c'est un terme fort, ça. C'est une sorte de barrière psychologique. Quand on est stressé ou anxieux de faire une erreur de grammaire, ce filtre se lève et il bloque l'absorption des nouvelles informations. Le cerveau se crispe, quoi. Voilà, il fige. Or, la source met en lumière que la musique, grâce à l'émotion positive qu'elle procure, abaisse complètement ce filtre. L'esprit est détendu, donc la mémoire à long terme se consolide. C'est brillant. Et ensuite, le document aborde un deuxième pilier fondamental, la prosodie. Ce terme de prosodie revient souvent dans notre source, mais il peut paraître un peu abstrait. Qu'est-ce que cela englobe exactement pour la langue française ? Pour faire simple, la prosodie désigne la mélodie inhérente à une langue parlée. Son rythme, ses intonations. La petite musique de la langue. Ça crée un rythme rebondissant. Avec des pics et des creux. Ouais. Le français, en revanche, a une prosodie beaucoup plus plate, plus lisse. C'est comme un flux continu, un petit ruisseau régulier. L'intonation ne monte ou ne descend vraiment qu'à la toute fin d'un groupe de mots. Et c'est là que la chanson devient un outil incroyable. La structure même d'une mélodie musicale force l'apprenant à adopter ce flux continu. En chantant, on est obligé de lisser sa prononciation. On absorbe l'accent naturel sans avoir à intellectualiser la règle. C'est ça. On intègre le rythme avant même de maîtriser le dictionnaire. L'image du ruisseau continue est vraiment parlante. La troisième raison évoquée par notre analyse, c'est la dimension culturelle.
Les chansons ne sont pas de simples suites de mots. Elles racontent des histoires d'amour, elles dépeignent la vie parisienne. Décrypter des paroles, c'est ouvrir une fenêtre sur l'âme d'un pays. Et la quatrième raison, celle qui soutient tout le reste, c'est le plaisir pur. Le fait d'apprendre sans jamais s'ennuyer. Une méthode qu'on emporte partout avec soi. Le lien entre plaisir et apprentissage, il est biologiquement prouvé, hein. Le plaisir musical libère des neurotransmetteurs comme la dopamine. Ça agit comme un fixateur pour la mémoire. Alors, pour illustrer toute cette théorie de manière pratique, le moment est venu de plonger dans l'exemple phare de notre source. Il s'agit d'une chanson classique, un monument absolu de la culture francophone, interprétée par la grande Édith Piaf. Je vais prononcer la phrase clé très lentement, en détachant bien chaque mot. Une excellente idée. Et j'encourage fortement notre audience à la répéter à voix haute dans la foulée. Il est bon de prendre une grande inspiration avant de se lancer. Allons-y. Je ne regrette rien. Je la refais encore plus calmement, pour bien sentir chaque syllabe. Je ne regrette rien. C'est une phrase avec un poids émotionnel incroyable, et c'est aussi une phrase parfaite pour décortiquer la structure de la langue. Si on analyse ça, on a d'abord le « je », le pronom. La première personne. Voilà. Ensuite, la source explique la structure classique de la négation en français. Ça fonctionne comme une pince autour du verbe. Ne, puis rien. Dans la langue formelle et écrite, le verbe est toujours encerclé par ces deux éléments. Exactement. Mais le document met le doigt sur une révélation pour les apprenants. Le gouffre qui existe entre le français écrit académique et le français parlé au quotidien. Dans la rue, à la terrasse d'un café, la première partie de la négation, le fameux « ne », il disparaît purement et simplement, à l'oral. On entendra massivement un. Je regrette rien. C'est ça. Et comprendre que les natifs avalent la moitié des mots, ça explique pourquoi c'est si dur de les comprendre au début. C'est un immense soulagement de le savoir aider. Mais restons un instant sur la prononciation du mot central de cette phrase. Le verbe « regrette ». Quand on écoute Édith Piaf chanter, on a l'impression qu'elle tranche le mot à la hache à la fin. Pourquoi ne prononce-t-elle pas le dernier « e » ? C'est une super question. La source donne une clé formidable. Le mot se prononce, en phonétique simplifiée, regret. La règle expliquée ici, c'est celle du E final muet. En français, quand un mot se termine par un E sans accent, il est presque toujours silencieux. On s'arrête net sur la consonne d'avant. Ici, le T. Absolument. On ne dit jamais « regrette ». La bouche doit s'arrêter de produire du son. Et s'entraîner sur la mélodie de Piaf, ça oblige physiquement l'appareil vocal à respecter cette coupure nette. La musique dicte la durée du mot. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on aborde frontalement le sujet qui effraie tout le monde. La prononciation globale du français. De l'extérieur, on dirait une forteresse infranchissable, avec toutes ces lettres qu'on écrit mais qu'on ne dit pas. C'est vrai que ça fait peur. Mais en gardant notre rythme d'exploration très lent, on s'aperçoit que tout obéit à une logique implacable. Prenons ce phénomène étrange où les Français semblent coller tous les mots les uns aux autres. Comment la source explique-t-elle cela ? Si l'on relie ça à une perspective plus large, comme notre image du ruisseau tout à l'heure, le français est obsédé par la fluidité sonore. Il déteste les pauses brusques. Et c'est là qu'intervient la mécanique des liaisons. Les fameuses liaisons ? Notre source explique que lorsqu'un mot se termine par une consonne normalement muette et que le mot suivant commence par une voyelle, on crée un pont sonore obligatoire. L'exemple du texte est limpide. La conjugaison « vous avez ». Isolément, on dirait « vous » puis « avez ». Mais la liaison force à lier le S final au A initial. Ce qui produit un son Z. Exactement. Le résultat final donne un seul bloc pur. Vous avez. Et dans la chanson, ces liaisons sont délibérément étirées, ce qui aide l'apprenant à les repérer. La musique agit comme une loupe sur la grammaire orale. Il est très utile de s'entraîner à ressentir cette fluidité. On peut le faire ensemble très lentement. Vous avez. C'est un glissement très doux. Mais la prononciation française possède d'autres mystères. Ces sons qui résonnent à l'intérieur du visage. Le document consacre une section aux voyelles nasales. Il en liste 5 principales. En, in, un. Des sons pas évidents pour tout le monde. C'est sûr. Prenons le temps de décrire physiquement comment les produire. C'est une vraie gymnastique faciale. Commençons par le son « on ». Il faut former un cercle bien rond avec les lèvres et laisser l'air vibrer dans la cavité nasale. On peut essayer de le faire durer à la maison. On.
La description physique est vitale. Pour les sons en et en, qui partagent souvent la même phonétique, la mécanique change. La bouche s'ouvre beaucoup plus large, la mâchoire se relâche vers le bas, toujours avec la résonance dans le nez, un son profond. En. Et ensuite, on a le son in, comme dans le mot matin. Là, il faut carrément étirer les lèvres. Presque comme si on se forçait à faire un grand sourire très large. Un sourire exagéré, ouais. On expulse l'air par le nez. I, un son beaucoup plus clair. Et enfin, le son 1 comme le chiffre. Très proche du précédent, mais avec les lèvres un tout petit peu plus arrondies. Même si le document note que ce son a tendance à fusionner avec le in aujourd'hui. C'est vrai, la langue est une matière organique qui évolue. Mais pour en revenir aux craintes fréquentes, il y a un son consonantique qui cristallise beaucoup d'angoisse. Le fameux R français. Ah, le R guttural. Heureusement, la source dédramatise avec une analogie mécanique géniale. Oui, cette analogie est fantastique pour enlever la pression. Le texte suggère d'oublier l'idée de rouler les R avec le bout de la langue. Il propose plutôt de s'imaginer en train de prononcer le son cra Cra. avec le dos de la langue. Exactement. L'arrière de la langue monte doucement pour venir effleurer le palais mou, au fond de la gorge. Visualisons ce mouvement très lent. Le dos de la langue monte, on produit un K très léger, puis on y ajoute la vibration des cordes vocales pour l'adoucir. Ra. C'est ça. Reprenons notre mot de tout à l'heure, tout en douceur, sans forcer. Regrette. Regrette. Le fait de chanter libère de la peur, du jugement. Ces sons complexes finissent par sortir naturellement. L'inhibition, c'est le plus grand ennemi de l'oral. La mélodie est son meilleur antidote. Mais au-delà de la mécanique, l'analyse met en lumière la richesse du vocabulaire du quotidien, caché dans les refrains. Les chansons populaires sont des conservatoires pour les expressions idiomatiques. Ces phrases impossibles à traduire mot à mot, c'est une mine de curiosité. Le texte propose des traductions littérales qui font sourire. Examinons l'expression. Avoir le cafard. Ah oui, l'insecte. Si on traduit ça mot à mot, l'image obtenue est celle d'une personne possédant un gros insecte avec des antennes. Évidemment, entendre un chanteur clamer qu'il a un insecte dans son appartement parisien sous la pluie, ça n'a aucun sens. En réalité, ça signifie avoir le blues, ressentir une profonde mélancolie. C'est toute la puissance de la métaphore. Le document cite aussi le classique des tourments amoureux, avoir le cœur brisé, une image très physique, et aussi l'action de tomber amoureux. Cette association entre l'amour et la notion de chute, de perte de contrôle total, ça prend une dimension très poétique dans la chanson française. Et en parlant de perte de contrôle, il y a cette expression merveilleuse abordée par le texte, perdre la tête. Littéralement, égarer son crâne. Mais dans une chanson romantique, le sens est positif et passionné. Être tellement épris qu'on ne pense plus avec clarté. Je perds la tête quand je suis avec toi. C'est magnifique. Cette intensité dramatique nous amène au contexte culturel profond. Il est impossible d'étudier le français sans son patrimoine musical. En France, il y a un statut unique accordé à la chanson, avec un grand C. Un respect institutionnel. Exactement. Contrairement à d'autres cultures où c'est juste du divertissement, pour des monuments comme Georges Brassens ou Jacques Brel, les textes ont une vraie valeur littéraire, un vocabulaire d'une richesse inouïe, parfois même des temps complexes comme le subjonctif imparfait. Tout en abordant des thèmes sociaux, philosophiques, avec une poésie foudroyante. Ce patrimoine est impressionnant. Mais ce qui est captivant dans ce documentaire, c'est la façon dont il retrace l'évolution, comment on passe de Brassens à la musique d'aujourd'hui. Une véritable mutation. La source explique comment, dans les années 80 et 90, la pop a bouleversé les codes avec Michel Sardou ou France Gall. De nouvelles rythmiques. Puis le mouvement hip-hop, avec MC Solar. Une poésie urbaine percutante. Et aujourd'hui, l'explosion d'artistes aux influences mondiales, Stromae, Angèle, Aya Nakamura, Indila. Ils intègrent de l'argot, des influences africaines, électroniques. La conclusion de la source est essentielle. Le français n'est pas figé dans un musée. C'est une matière vivante. En perpétuelle mutation, ouais. Apprendre la langue à travers ces artistes, c'est apprendre le français tel qu'il respire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Comment transformer cette théorie en un plan d'action tangible ? La source propose une méthode très claire en plusieurs étapes. Imaginons le parcours concret de quelqu'un qui veut s'y mettre. Par quoi commencer ? La toute première étape recommandée, c'est l'immersion sensorielle aveugle. Aveugle, c'est-à-dire ? Choisir une chanson au hasard et l'écouter uniquement pour l'ambiance, sans chercher à comprendre les mots.
Juste laisser la mélodie imprégner le cerveau. D'accord. L'ambiance est installée, mais on ne sait toujours pas de quoi parle la chanson. Que se passe-t-il ensuite? Vient la phase d'écoute active. On relance la musique, mais cette fois en lisant attentivement les paroles écrites. La source conseille de surligner les mots inconnus, puis d'utiliser un dictionnaire, en prêtant attention au contexte global, car un mot peut avoir plusieurs sens. Le contexte est le maître absolu. Une fois le sens décodé, on arrive à l'étape la plus physique et la plus libératrice. Il faut chanter. Le document insiste sur le fait qu'il est indispensable de prononcer les paroles à haute voix, en même temps que l'artiste. Même si on chante complètement faux, Même sans aucun sens du rythme, oui. L'action mécanique des muscles du visage est vitale. Et la boucle se boucle par le partage avec d'autres personnes pour consolider par l'échange social. un parcours redoutable d'efficacité. Et la source fournit des astuces stratégiques, comme la création d'une playlist évolutive. L'erreur classique, c'est de commencer par du rap très rapide. Il vaut mieux démarrer doucement. Voilà. Avec des artistes comme Francis Cabrel, dont la diction est légendaire pour sa clarté, une fois l'oreille habituée, on augmente la complexité. Une autre recommandation majeure, c'est l'utilisation des clips vidéo officiels. Ah oui, l'image fournit un contexte visuel immédiat. Voir une action à l'écran au moment exact où le chanteur prononce le verbe. Le cerveau fait le lien instantanément sans passer par la case traduction. Absolument. La source mentionne aussi des outils technologiques, comme les applications de karaoké interactives. Elle cite YouSing, qui synchronise la lecture avec la prononciation en temps réel. C'est très ludique. Et s'intégrer à des communautés virtuelles aide à entretenir la motivation. C'est une véritable boîte à outils que nous offre cette recherche. En rassemblant toutes les pièces de notre exploration détaillée d'aujourd'hui, l'idée principale à retenir, c'est que l'acquisition d'une langue étrangère est un voyage au long cours. C'est un marathon, pas un sprint. La musique offre l'arsenal parfait pour métamorphoser une théorie aride en une expérience profondément joyeuse. Chaque fois qu'une liaison est bien prononcée ou qu'un nouveau verbe est assimilé en fredonnant le matin, c'est une victoire concrète vers la maîtrise de la langue. Chaque petite victoire compte. Et pour clore notre analyse détaillée, voici une réflexion qui prolonge très naturellement les informations de nos sources. Puisque les recherches soulignent avec tant de force que des artistes contemporains urbains, comme Aya Nakamura ou Stromae, font rayonner un français mondialisé, extrêmement dynamique, qui bouscule les règles classiques, on peut légitimement se poser une question troublante. Les manuels de grammaire traditionnels, si rigides, ne risquent-ils pas de devenir progressivement obsolètes face à ces textes musicaux contemporains? Des textes qui capturent la langue exactement telle qu'elle est vécue et parlée dans la réalité d'aujourd'hui. La véritable autorité grammaticale de demain ne se trouvera pas dans les rythmes de la pop mondiale, plutôt que dans les vieux dictionnaires. C'est une excellente question qui mérite réflexion. Une réflexion qu'il est vivement conseillé de méditer en musique, bien sûr. Merci d'avoir partagé ce temps d'exploration et de décryptage en notre compagnie. Il est grand temps d'aller lancer une bonne playlist, de laisser la musique faire son œuvre et surtout, excellente continuation dans cette belle aventure de l'apprentissage.